Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Bonjour. Alors, on a un super panel aujourd'hui. Donc, c'est le buzzword du début de l'année, en tout cas. On entend beaucoup parler de Web 3.0. Alors, on a décidé dans ce live d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et pour en parler, pour répondre à nos questions, on est ravi d'accueillir Cathy Brem. Bonjour Cathy. Bonjour. Donc, vous êtes Executive Product Manager Innovation chez France Télévisions. Et Johan Lopez. Bonjour Johan. Salut. Vous êtes fondateur de la newsletter Snowball, dont on pourra parler tout à l'heure. Et pour vous poser l'ensemble des questions, on ne sera pas trop de deux. Donc, je suis content d'être avec Alexandra Klinik de la rédaction de Story Jungle. Bonjour. Alors, voilà, donc je disais, le Web 3.0, on en parle beaucoup. Quand on parle de Web 3.0, on entend les termes NFT, blockchain, crypto. Peut-être la première question va être pour vous, Johan. Est-ce qu'on peut un peu ranger la chambre? C'est quoi exactement le Web 3.0 et quels sont les sous-jacents, je dirais, qui font ce Web 3.0? Ouais, alors ouais, c'est vrai qu'en général, c'est pas évident à expliquer, mais si on repart de la base, en fait, il y a le Web 1, du coup, Web 2, Web 3. C'est donc le Web 1, c'était vraiment en fait une diffusion. En fait, il y avait des acteurs qui pouvaient seulement diffuser de l'information. Donc c'était voilà, un blog, et en fait, on peut lire le blog. Ensuite, on a eu le Web 2, donc là, c'était cette possibilité pour des individus comme vous et moi de créer aussi du contenu, de le partager. Donc, c'était l'avènement des applications, donc du Airbnb, réseaux sociaux, etc. Et donc là, encore une fois, on est sur une centralisation. Donc, c'est-à-dire qu'on a des gros acteurs ou des plus petits, mais qui, du coup, centralisent et gèrent les flux d'informations. Et le Web 3, du coup, là, on en est vraiment au tout début. Mais on peut dire que c'est un peu on redonne le pouvoir aux individus et le contrôle des données et de la propriété de ces données. Donc, c'est une nouvelle version d'Internet, on pourrait dire, si on devait le simplifier, où en gros, ceux qui possèdent l'info sont, alors, on en reparlera après, parce qu'il y a des controverses autour de ça, mais sont les individus, donc comme vous et moi, qui peuvent donc posséder nos infos. Le retour, en fait, au rêve du premier Internet. Oui, c'est ça, ouais, c'est une décentralisation totale où en fait, il n'y a pas un seul un Facebook, un Apple, etc., qui contrôlent tout, mais des milliards d'individus qui sont maîtres de leurs propres données, quoi. Cathy, vous voulez ajouter quelque chose à cette définition? Non, mais c'est très clair, mais effectivement, parfois, on représente cette chaîne du 1, 2, 3 aussi par la façon dont on se connectait à ces environnements. Donc, pour le Web 1, on dit que c'était le login mot de passe. Pour le Web 2, c'était notre profil sur les réseaux sociaux. Et donc, par la même occurrence, on donnait déjà encore plus de données à ces géants de la tech qui gèrent les réseaux sociaux, puisque à chaque fois où on se connectait quelque part, sous prétexte de facilitation de la connexion, on partageait un certain nombre de données. Et donc, le Web 3.0, et on est vraiment dans les prémices, comme l'a dit. En fait, on est connecté avec son propre portefeuille, son wallet. On en parlera plus en détail encore, puisqu'il y a un certain nombre de gros mots qui gravitent autour ce Web 3.0 et qu'il faut, je pense, il faut un petit peu expliquer peut-être aux auditeurs, aux spectateurs. On a les NFT, on a la blockchain, puisque tout ce Web 3.0 sera basé sur la blockchain. On a aussi le métavers qui gravite un petit peu de loin autour, puisque dans le meilleur du monde possible, le métavers serait construit sur un modèle de Web 3.0, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il faudrait peut-être aussi baser avant de discuter plus en détail de cet environnement. Alors, avant qu'Alexandra vous pose une question, juste peut-être un point. On avait posé la question, nous, dans un sondage, on va le publier dans les commentaires d'ailleurs. N'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions à nos invités. L'idée, c'est de rendre ça le plus interactif possible. On avait posé la question, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Et est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Et donc, on regardera un petit peu les chiffres. Donc, on va poser on va mettre le lien dans les commentaires. On regardera les chiffres à l'issue de notre conversation. On va voir si effectivement vous avez convaincu un certain nombre de personnes de vous intéresser, même si on voit qu'il y a quand même dans nos premiers résultats, il y a un intérêt. Il y en a quand même qui disent moi j'y vais pas. Alexandra.
Oui, donc on entend quand même beaucoup parler de Web 3.0 dans les médias en ce moment, et je voulais comprendre pourquoi une telle frénésie en ce moment, en fait. Je pense que tout cela a été déclenché par Mark Zuckerberg quand il a commencé à parler du métavers en anglais l'année dernière, à la rentrée de septembre-octobre. Et donc, cela a un peu enclenché une ruée vers l'or auprès des investisseurs et donc auprès des médias aussi, puisque tout d'un coup, on a découvert quelque chose qui existait pourtant depuis très très longtemps, puisque la blockchain, par exemple, existe depuis très très longtemps et pendant très longtemps, on n'en a pas parlé. Pourtant, c'est le back-office des crypto-monnaies que de plus en plus de gens utilisent. Mais en fait, par cette espèce de hype créée autour du métavers à la rentrée. Donc, on s'est aussi posé la question, mais c'est quoi en fait ce Web 3.0 ? C'est quoi ce principe de décentralisation ? C'est quoi, comment fonctionnent en fait les NFT ? Puisque maintenant tout un chacun pourrait potentiellement s'acheter des NFT sur Internet, sauf que ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde, puisqu'il faut quand même derrière un wallet de crypto-monnaie et ça, c'est pas non plus très très facile à gérer. Donc, comme les médias sont dans un rôle quand même d'expliquer ce qui se passe dans le monde, donc on s'est vraiment jeté là-dessus et parfois en faisant des choses pas très 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 strictes et pas très claires, puisque tout d'un coup on a aggloméré tout un tas de choses autour d'un seul mot qui s'est lancé et sans forcément toujours les expliquer très très bien et sans surtout aussi de savoir qu'est-ce que nous, médias, potentiellement, concrètement, on peut en faire. Alors, il y a une agitation, on l'a dit, hein, autour du Web 3.0. On va rentrer vraiment dans le détail de ce que c'est. Effectivement, on va parler des NFT, on va parler des différents projets qui sont déjà lancés. D'abord, avant tout, cette agitation que vous évoquiez, Cathy, qui effectivement, les investisseurs s'intéressent au sujet et voilà, et donc toute cette hype. Ça se passe où? Sur quelle plateforme on voit, effectivement, on peut voir l'ensemble des projets quelles sont les communautés dans lesquelles on peut rentrer pour voir, effectivement, participer en fait à cette discussion, au débat, etc. Bien sûr, Snowball en fait partie. Ouais, bah, en vrai, oui, je pense qu'aujourd'hui, le débat, il est sur dans plein d'endroits, tant dans les médias mainstream, comme on dit, mais aussi dans tous les recoins d'Internet. Aujourd'hui, en gros, ouais. Non, mais les investisseurs, ils sont où? C'est quoi les grandes plateformes? Je veux dire, les gens qui s'intéressent au projet, qui se disent, tiens, je vais essayer de rentrer dans tel ou tel projet. Bah, en gros, aujourd'hui, tous les gros projets crypto, en général, ça se passe sur des plateformes qu'on appelle Discord. Donc, en gros, c'est une sorte de... Pour ceux qui connaissent, c'est un peu un mélange entre Slack et de l'audio qu'on aurait mis dedans. Bon, bref, c'est un moyen de communiquer de façon instantanée. Et c'est devenu la plateforme de référence de tous les gros projets. Donc aujourd'hui, dès qu'il y a un projet qui est lancé, que ce soit un projet NFT, une nouvelle blockchain, etc., il y a souvent un Discord qui est avec. Et en gros, c'est là où vit la communauté. Et n'importe qui peut y rentrer et du coup et voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les contributeurs au projet, la vision, tout ça. Poser des questions. Un Discord que peut-être vous pourriez suggérer je dirais, pour rentrer dans le game. Bah, en vrai, il y en a des centaines, mais le dernier qui peut être intéressant que j'ai vu, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, c'est un peu il y a une nouvelle, pas une nouvelle blockchain, mais un nouveau projet qui s'appelle Olympus DAO. Donc, c'est une organisation décentralisée, etc., qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il y a eu une grosse chute du cours de son token. Et donc, c'est intéressant d'aller aussi dans ces Discords quand il se passe un peu des crises comme ça. Donc, si vous tapez Olympus DAO sur Google, on peut y tomber dessus et aller dans le Discord. Donc voilà, c'est essentiellement là. Et Twitter, évidemment, c'est the place to be de la blockchain, des crypto-enthousiastes et tout ça. Et donc voilà, donc pour les gens qui s'intéressent. Vous commencez par suivre Cathy et Johan, et puis de fil en aiguille, vous trouverez les liens vers les bons Discord. Ça,
C'est d'ailleurs assez drôle de voir que c'est encore une fois Twitter qui lance cette nouvelle technologie et ce nouvel univers, parce que c'était déjà le cas, par exemple, avec Instagram. C'était déjà sur Twitter que Instagram s'est lancé, puisque Ouais. tous les gens qui s'abonnaient à Instagram, ils venaient initialement de Twitter. Donc là, Mm. on a encore une fois Twitter comme la plateforme qui lance vraiment un nouvel univers entièrement. Ouais. Ouais. Et oui. Vas-y. Cathy, donc vous êtes du côté des médias, et selon vous, pourquoi les médias aujourd'hui doivent impérativement s'intéresser au Web 3.0? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? D'un point de vue général, de toute façon, les médias doivent s'intéresser à toute nouvelle technologie, tout nouvel usage, tout nouvel univers. Si demain, nos auditeurs, nos utilisateurs, nos publics sont de plus en plus massivement dans ces univers, il faut que nous, on puisse comprendre d'un côté ce qu'eux, ils vont faire dedans, et aussi ce que nous, on peut leur offrir dedans. On vient d'avoir, par exemple, ce matin, l'étude Cantar-Lacroix sur la confiance dans les médias. Les jeunes générations s'intéressent de moins en moins à l'information, par exemple. Donc là, dans le Web 3.0, on aura peut-être une possibilité de récupérer ces audiences-là qui sont depuis très très longtemps plus avec nous, médias historiques classiques. Mais dans un premier temps, il faut déjà qu'on comprenne comment cela fonctionne, et ensuite ce que nous, on peut spécifiquement offrir en tant que médias dans ces univers. Comment vous comptez les récupérer? Alors, est-ce que c'est justement, parlons des applications, rentrons dans le concret. Alors, il y a un mot qu'on n'a effectivement pas évoqué, mais que Thomas dans le chat nous suggère, c'est effectivement le Web 3.0. Est-ce que c'est pas lié au métaverse? Vous avez, Cathy, rédigé un rapport complet justement sur les promesses du métaverse, notamment pour les médias et les marques. Qu'est-ce que vous voyez de concret arriver en ce moment qui peut changer la donne, à la fois pour les marques et les médias qui souhaitent communiquer en fait auprès de leurs différentes audiences dans cet univers de métaverse? En fait, juste pour poser les choses, pour moi, le Web 3.0, c'est plus une philosophie. Donc, c'est l'idée de quelque chose de décentralisé. Et après, le métaverse, c'est un univers virtuel dans lequel on peut interagir et qui, dans le meilleur des mondes possibles, est interopérable. Et quand j'ai dit que ce serait bien que le métaverse soit basé sur la philosophie du Web 3.0, c'est que ce serait bien qu'il ne soit pas entre les mains des mêmes personnes qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, chose qui est un petit peu en train de se passer, puisqu'on a tous entendu parler de Mark Zuckerberg et de son méta, et des autres géants de la tech qui lancent leur métavers. Pour les médias, qu'est-ce qui est intéressant, si je prends juste le côté métaverse, qu'est-ce qui est intéressant pour les médias dans le métaverse, c'est le côté interaction avec nos publics, où on est vraiment dans quelque chose où on peut concrètement construire quelque chose ensemble. Le côté j'atteins de nouveaux publics qui ne sont plus du tout là où moi je suis aujourd'hui, sachant que la génération Z et même la génération A à venir, pour eux, ces univers virtuels sont parfaitement normaux. En fait, c'est quelque chose qu'ils utilisent sans aucune retenue et voire même sans trop se poser de questions non plus sur ces univers. Donc nous, il faut qu'on soit capable d'offrir, ça peut être quelque chose de très, très concret autour des marques. Imaginons que j'ai un blockbuster qui sort, et en fait, je peux complètement prolonger un univers d'un film ou d'une émission dans un métavers où je peux faire vivre les personnages, où nos publics peuvent s'incarner dans un avatar d'une série à succès ou d'un film à succès, et où on peut vraiment créer un prolongement virtuel de ce monde qu'on a créé nous. Donc ça pour moi, c'est vraiment une application très, très Et des concrète. nouvelles sources de revenus avec la possibilité aussi de vendre des éléments de ce métaverse via des NFT en fait. C'est cela. Donc ça, effectivement, les NFT, ça c'est vraiment la première chose que les médias se sont appropriés en se disant, donc c'était le New York Times qui a fait un article sur le métavers, justement sur les NFT, et qui a vendu son article sur les NFT en NFT. Donc on est un petit peu dans une mise en abîme de la chose, mais effectivement, là on a des applications très très concrètes, parce que ce qui est l'avantage avec les NFT, mais on a aussi là les premiers problématiques,
Comme on a vu cette semaine, par exemple, il y a des gens qui ont vendu en NFT des comptes YouTube et donc des YouTubers qui sont en colère contre cet univers-là parce que on est tout au début de quelque chose et encore une fois, c'est un petit peu comme dans les débuts des réseaux sociaux où on prenait librement n'importe quelle musique, on la mettait en ligne avec une vidéo sans se poser de questions de droit d'auteur ou de quoi que ce soit. Donc là, il y a la même chose qui se passe pour les NFT. Donc, il se trouve que les médias possèdent ces contenus, donc on peut les monétiser en NFT, mais en fait, autour, il y a tout un tas d'abus aussi qui sont en train de se faire. Et il faut bien qu'on arrive à séparer les deux utilisations. D'un côté, c'est ma propriété, je peux la vendre en tant que NFT, et d'un autre côté, tout et n'importe qui fait tout et n'importe quoi avec la propriété d'autrui. Alors, Johan, peut-être on peut rester sur les exemples concrets et puis ensuite on rentrera un petit peu dans les débats, les débats qui agitent le Web 3.0. On a déjà parlé de décentralisation. Je pense qu'on parlera aussi de désintermédiation, ce qui est important aussi dans les médias, pour ce qui se passe dans les médias. Peut-être, Johan, qu'est-ce que vous voyez comme application concrète aujourd'hui qui montre qu'il y a aussi une nouvelle expérience et une nouvelle approche vraiment du web qui est en train de se construire. Ouais, bah du coup, si on garde le focus média, il y a pas mal de choses qui sont en train de voir le jour aux États-Unis et du coup qui sont intéressantes. Bon, par exemple, une newsletter, on va dire que c'est un collectif d'écrivains qui se sont retrouvés autour de plusieurs newsletters. Donc, en gros, c'est un média donc, qui s'appelle Bankless, donc sans banque, et du coup, qui ont créé une organisation décentralisée où, en gros, du coup, les lecteurs peuvent contribuer en votant, etc., à la direction de ce média, qui est d'ailleurs dédié à la blockchain, tout ça. Donc, tout est extrêmement lié, mais c'est un cas d'usage assez intéressant. Il y en a un autre aussi qui, du coup, allie NFT et médias. C'est encore une newsletter, ça tourne souvent autour de la newsletter, Ouais. qui s'appelle Dirt, D-I-R-T. On en parlait dans la newsletter de cette semaine, d'ailleurs. Ouais. Et ça, c'est assez intéressant, ce modèle, parce que, du coup, en gros, cette newsletter est financée par la vente de NFT qui donne, du coup, un droit d'accès, un peu comme si on achetait un abonnement ou un ticket, donc à la newsletter. Alors, c'est pas forcément exactement comme ça le fonctionnement, mais c'est l'idée derrière. Donc, en gros, voilà, on pourrait imaginer que demain, plutôt que de vendre, voilà, je sais pas, le Monde, plutôt que de vendre un abonnement à son journal, puisse vendre un NFT qui donne l'accès à plus de contenu autre. Donc voilà. Donc les NFT, c'est pas que des photos ou des. Ouais, ce qu'on voit beaucoup ça en ce moment. Hein. Oui, c'est ça. Un NFT, c'est juste voilà, c'est un bout un lopin de terre sur la blockchain et qui nous appartient à nous et voilà. Le premier tweet de Jack Dorsey, par exemple, qui a été vendu, voilà. C'est un JPEG qui a été vendu. Ouais. Alors, on a Pascal Béra qui nous dit qu'il faut effectivement pas faire d'amalgame entre les technos, donc les moyens fournis par la blockchain, les productions de NFT, les médias, et les environnements, donc le métavers. Et je remercie Nicolas qui nous poste plein de liens de Discord, justement, dans le chat. Donc voilà, et qui nous dit il faut se créer un compte Discord, d'ailleurs, c'est pas fait, on vous le recommande fortement. Alors, peut-être on peut revenir sur. Il y a Hervé qui nous dit ça dans le chat, c'est effectivement comment traiter l'oxymore d'un réseau décentralisé qui nous appartient à tous. La question de la décentralisation, on a parlé en préparant ce live. Alors, utopie réalisée ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que vraiment le Web 3.0 propose une promesse vraiment décentralisée? Qui commence? Je peux commencer. Donc, c'est effectivement ça, ça propose une promesse d'internet décentralisé et même d'ailleurs sous des airs un petit peu très matérialistes pour moi à première vue parce que on se connecte avec un wallet, donc forcément c'est un peu un réseau basé sur la propriété, même s'il ne s'agit pas de la propriété d'une seule personne, on peut acquérir quelque chose tous ensemble. Mais c'est quand même vraiment cette idée de décentralisation et Est-ce que le Web c'est plus un 3.0 message est pas politique même. est-ce qu'il n'est pas un peu mercantile, finalement? Oh,
tout part du wallet, non? Mais justement, moi, je trouve que c'est par rapport au web 1.0 et par rapport au web 2.0 qui était très facilement accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on est dans quelque chose, qui est bien évidemment dans ses débuts, mais qui n'est pas du tout accessible à tout le monde, en fait. Si je n'ai pas un tant soit peu de, geekitude dans mes utilisations d'internet, je ne peux pas accéder, au web 3.0. Je suis incapable de me créer un wallet de crypto-monnaie ou des choses comme ça. Donc tout est basé quand même sur la propriété. Donc on dit un petit peu pour rigoler que, dans le web 2.0, on achetait des noms de domaines et aujourd'hui on achète des morceaux d'internet. Mais à partir du moment où on se dit on acquiert quelque chose, on est vraiment dans la propriété et peut-être dans quelque chose qui peut vite poser problème parce que forcément, comme dans toute utopie, même l'utopie communiste où on partage tout le monde est au même niveau, dans la vraie vie, dans la réalité, c'est jamais le cas et on le voit aujourd'hui déjà. Il y a des gens qui achètent des morceaux de métavers et qui ont forcément, à un moment donné, tout ça va se centraliser et contracter quelque part autour d'un certain nombre de personnes, comme ça a toujours été le cas. Et c'est déjà le cas aujourd'hui, puisque en fait, derrière la crypto-monnaie, derrière les NFT, on utilise Ethereum, ça appartient forcément à quelque chose. Et même les géants de la tech se lancent tous aujourd'hui dans les métavers, donc on va encore utiliser des outils qui sont contrôlés par un nombre réduit de personnes. Et ce qui me juste excuse-moi Alexandra, juste je rebondis là-dessus, juste sur, je veux développer dans Ethereum, une application avec des smart contracts. Je paye quelqu'un? Je dois payer quelque chose? Ouais, bah là oui, alors en gros c'est comment dire, c'est pour ça qu'on disait mercantiliste, c'est vrai, parce que toutes les personnes qui veulent interagir avec la blockchain Ethereum aujourd'hui, il faut payer les gens qui font tourner cette blockchain, c'est-à-dire des milliers, des dizaines de milliers de personnes, et du coup ces paiements se font parce ce qu'on appelle, c'est des commissions qu'on appelle les gas fees, du coup dans le jargon Ethereum, et du coup ça veut dire qu'aujourd'hui si je veux par exemple créer un NFT, juste le fait de créer cet NFT va faire que je dois interagir avec la blockchain Ethereum, par exemple. Enfin, il y a d'autres blockchains qui n'ont pas de ces commissions très élevées. Mais aujourd'hui, Ethereum, ça coûte très cher d'interagir dessus et c'est une des critiques aujourd'hui. C'est quoi très cher? Je veux créer un NFT. Par exemple, je ne sais pas, l'autre jour, j'ai voulu justement tester Olympus, etc. Et donc investir 500 € dans ce projet. J'ai dû payer $100 à peu près de commission, donc de ces gas fees. Donc on voit à quel point c'est énorme. C'est-à-dire quelqu'un qui veut investir $20, ça sert à rien, hein, parce que du coup, on paye déjà $100 de commission. Donc ça, voilà, ça c'est un problème actuel. Il y a plein de nouvelles blockchains qui essayent justement de virer ce problème en faisant que les commissions soient beaucoup plus faibles. La future évolution de Ethereum, pareil, elle vise à éviter ça pour justement rendre accessible cet univers à beaucoup plus de personnes. Et voilà. Mais après, il y a des gros problèmes de UX, UI dans cet univers, donc interface, expérience utilisateur. Même, on en parlait tout à l'heure, juste le mot wallet, en fait, il porte à confusion parce que du coup, wallet, c'est un porte-monnaie, quoi. Et du coup, pourquoi je dois utiliser mon wallet pour me connecter à quelque chose? Donc, c'est assez. Voilà. Je pense qu'on est vraiment au tout début. Et du coup, il y a beaucoup de choses à faire pour que ce soit accessible à monsieur et madame tout le monde. Mais voilà. Voilà, il y a Nicolas qui nous dit: «Il n'y a pas de magie, on doit payer les serveurs pour héberger et pour vérifier le registre» et voilà et donc Pascal qui nous pose la question, pour revenir à la question qu'on se posait tout à l'heure: «Est-ce que la décentralisation, c'est un faux nez?» Oui, parce que Johan, tu nous parlais aussi des fonds d'investissement qui achetaient des plateformes. Bah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gros projets blockchain, NFT, crypto, tout ça, sont financés par des fonds d'investissement. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui vont acheter ça dépend. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Alors, il y a des projets qui sont derrière des entreprises. Donc c'est moi, je vais créer une entreprise et je vais créer un projet sur la blockchain. Et donc là, le fonds d'investissement qui va investir dans ma boîte, il va détenir une partie de ma boîte. Et parfois, il y a même des fonds d'investissement qui vont participer à des ICO. Donc, une ICO, c'est une façon de financer un projet. Donc, plutôt que d'acheter des parts, on achète des tokens ou la crypto-monnaie, on va dire, pour simplifier le jargon. Donc, on va acheter des
des crypto-monnaies de ce truc et qui vont nous donner un droit de vote, en fait, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, en gros, dans cet univers. Donc aujourd'hui, par exemple, les gros fonds américains qui sont Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins, etc., investissent des milliards littéralement dans ces nouveaux projets crypto. Et du coup, c'est vrai que là, c'est Jack Dorsey qui avait un peu lancé le pavé dans la mare. Donc Jack Dorsey, qui est le fondateur de Twitter, qui est parti récemment, qui disait qu'aujourd'hui, en fait, le Web3, il n'existe pas vraiment parce qu'il était censé être décentralisé et il est en train de se retrouver dans les mains de quelques personnes. Alors, pour moi, c'est quelque chose, il faut mitiger parce qu'il faut voir quel est le pouvoir des personnes qui ont investi dans les projets. Est-ce qu'ils ont vraiment pouvoir de vie et de mort sur tout ça, ou alors est-ce qu'en fait, ils ont juste investi d'un point de vue spéculatif. Donc, il y a des choses à creuser. Mais oui, c'est un risque de se dire qu'en fait, cette décentralisation, elle est que, théorique, et en pratique, elle n'est pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est optimiste. Sur du long terme, je pense qu'on va sur quelque chose de mieux. Alexandra, vas-y, je t'ai interrompu tout à l'heure. Non, mais l'idée du Web 3.0 aussi, c'est de s'éloigner des algorithmes, et tout le discours crypto repose sur Twitter, donc c'est un peu paradoxal. Et Jack Dorsey qui vient d'ailleurs de lancer sa société Block pour faciliter le minage des bitcoins. Donc il a quand même, contrairement à ce qu'il énonçait au départ, c'est bien aussi lancé dans la cour. Alors, l'autre sujet, c'est la désintermédiation. C'est le grand sujet. C'est qu'effectivement, notamment via la blockchain, on est capable donc de programmer, je dirais, des applications qui sont à la fois transparentes et en principe hyper sécurisées, et donc qui permettent de remplacer des intermédiaires. Alors ça, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, Cathy, en préparant le live, vous nous en avez parlé, parce que c'est un risque aussi pour les médias. Donc peut-être, Cathy, Johan, comment vous réagissez sur cet aspect-là, en fait, sur les promesses et les risques de la désintermédiation? Si je prends la chose de côté média, on a finalement déjà eu la même chose avec la diffusion de contenu avec les réseaux sociaux. Au départ, nous avions le monopole de diffusion de l'information. Ensuite est arrivé l'Internet 2.0 et les réseaux sociaux, où tout un chacun, à partir de son smartphone, pouvait fabriquer quelque chose et le diffuser librement sur Internet. Maintenant, je pense avec cette idée du 3.0, on va encore plus loin, puisque tout un chacun peut produire, fabriquer quelque chose et le diffuser, et en plus le monétiser assez facilement. À travers la blockchain et à travers peut-être des NFT, si je veux fabriquer un NFT. Je n'ai pas besoin d'une chaîne télé pour diffuser mon contenu, je n'ai pas besoin d'un producteur pour faire en sorte que mon contenu soit commercialisé. Je pourrais, via des smart contracts, très, très facilement, en fait, gérer la partie économique de mon contenu. Donc c'est vraiment quelque chose dont on a déjà parlé un petit peu avec les débuts de la blockchain il y a 7 ans à peu près, et ça revient maintenant avec l'idée de l'internet décentralisé, et d'une plus grande accessibilité, et du coup aussi d'une plus grande créativité, puisque plus de personnes peuvent fabriquer plus de contenu et en plus peuvent potentiellement en vivre. On enlève un petit peu cette notion de gatekeeper, de gens qui décidaient ça c'est bien, ça a le droit d'être diffusé, ça c'est pas bien, ça n'a pas le droit d'être diffusé et ça ne vaut pas d'être monétisé. Donc on a vraiment cette notion-là qui est en train de disparaître un peu. Johan ? Ouais, je suis tout à fait assez d'accord avec ça. Il y a aussi un autre aspect qui est intéressant que je n'avais jamais réfléchi, et je suis tombé justement sur un autre fil d'actuel, un thread Twitter de Nicolas Collin qui était très intéressant, qui nous disait qu'en gros, l'avantage du monde actuel, etc., c'est son côté flexible. Lui faisait un parallèle entre flexibilité et rigidité. Donc, c'est-à-dire que le Web3, il est très rigide. C'est des smart contracts, c'est vrai ou non, c'est 0 ou 1, c'est je dis oui ou non, donc c'est comme ça. Le monde actuel, il est beaucoup plus flexible. Donc, lui, il faisait le parallèle avec la bureaucratie aujourd'hui, où en gros, disons que les impôts, j'ai oublié de payer, je peux aller voir les impôts, leur dire
je suis désolé, j'ai oublié, j'ai pas vu, etc. Et l'inspecteur des impôts peut dire bon d'accord, vous avez raison, je vous fais confiance, blablabla, et je passe l'éponge. Là, c'est pas possible du coup avec cet univers du Web 3, c'est que voilà, je pense que il y a un risque de trop de rigidité qui va falloir, résoudre, parce que je pense que on est des êtres humains et du coup, voilà, on n'est pas des robots encore. Et du coup, ça, je trouve ça assez intéressant et je pense que ça peut poser des problèmes parce que là, du coup, Cathy parlait un journal qui pourrait dire oui ou non à tel contenu, mais un smart contract pourrait très bien aussi dire oui ou non. Et du coup, ça peut être encore plus rigide parce que là, aujourd'hui, hein, si le patron il dit non à tel contenu, il peut y avoir les employés qui vont faire grève, etc. Mais demain, on ne peut pas faire grève si un robot fait un smart contract. Donc, ouais, pour moi, ça, c'était un point très intéressant et je ne sais pas s'il y a une solution à ça, mais qui peut être potentiellement problématique. Ouais. Alors, on voulait aborder un dernier, parce que je vois le temps passe, on voulait aborder un dernier sujet important qui nous semble important, et qui était abordé en fait aussi dans le chat. Donc, on a Cyril qui nous dit, au passage, au-delà du passage au proof of stake, pensez-vous que la blockchain et le Web 3.0, le Web 3, puissent faciliter la lutte contre le changement climatique? Alors, la question est un peu contre-intuitive, parce qu'on a beaucoup dit que la blockchain était quand même vraiment pas très écolo. Quel est votre avis sur la question? C'est une question un peu piège. Je pense qu'aujourd'hui, il y a alors clairement, oui, il y a certaines. Parce que voilà, les gens. On dit la blockchain, mais en fait, il y en a des dizaines, des milliers même. Les deux plus grosses, c'est Ethereum et Bitcoin aujourd'hui, qui sont aujourd'hui deux blockchains énergivores. Quoi. Ça, il y a pas. Après, si on creuse, on peut se dire oui, en fait, les mineurs, ils utilisent de l'énergie verte qui aurait été gaspillée si jamais ils l'avaient pas utilisée. Bon, bref, il y a tout un débat autour de ça. Il n'en reste pas moins que, en fait, ces blockchains sont énergivores, c'est tout. Ça, pour moi, c'est la base. Mais voilà, on voit de plus en plus de projets qui sont du coup beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficients, beaucoup plus optimisés, et qui consomment beaucoup moins d'énergie. Mais vraiment? Ouais, vraiment beaucoup. Enfin, oui, par exemple, après, il faut toujours des ordinateurs pour faire tourner, mais c'est comme si. Enfin, voilà, on va pas supprimer les ordinateurs. Donc, ça, je pense qu'il n'y a pas de débat sur ça. Sauf si on parle de décroissance, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, pour moi, voilà, aujourd'hui, il y a plein de projets qui sont intéressants. Et au-delà de l'aspect purement technique, la blockchain, ça consomme de l'énergie, etc. Potentiellement, on pourrait se dire un peu comme Internet a donné un peu un pouvoir d'entrepreneuriat beaucoup plus fort à des centaines de milliers, des milliards de personnes, un pouvoir d'entreprendre, pardon. On pourrait se dire potentiellement que cet univers du Web 3 va donner accès à encore plus de personnes de créer des nouveaux projets, etc. Et potentiellement aussi des projets pour améliorer, je sais pas, notre environnement, tout simplement, en général, quoi. Donc, je pense qu'il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Et c'est comme toujours, hein, c'est pas 0 ou 1, il y a une nuance et c'est toujours compliqué à répondre à ces questions. Cathy, vous vouliez ajouter quelque chose ou peut-être Non, il y a d'un côté, de toute façon, effectivement, la conscience environnementale, et comme maintenant, c'est vraiment dans l'air du temps, tout le monde se lance dans des blockchains plus éco-responsables, avec aussi la Small Tech Foundation et des projets comme ça. Mais pour moi, il y a aussi un autre aspect qui, donc, du coup, sort de l'environnement, qui est plutôt social, qui fait quand même qu'il y a plus de gens qui ont un accès à ce genre de choses, et voire même qui ont accès à travers les crypto-monnaies à un outil de paiement qu'ils n'auraient peut-être même pas, parce qu'ils ne pourraient pas ouvrir un compte en banque dans un pays sur le continent africain ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment un côté social qui est vraiment très, très, très intéressant et qui est à contrebalancer avec le côté environnemental. Alexandra, tu veux? Cathy, d'un point de vue journalistique, je me demandais, on critique souvent le traitement médiatique des médias sur la blockchain, le Web 3.0. Alors en fait, une des solutions, est-ce que ce serait que les journalistes eux-mêmes en fait achètent des NFT pour mieux comprendre en fait cet écosystème qui est assez rude?
C'est sûr que c'est une des solutions pour mieux comprendre. En effet, on a souvent, peut-être parfois dans les chaînes télé, une impression de pseudo-experts qui s'expriment sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc il y a 2 solutions. On invite des vrais experts qui, eux, parlent du sujet, et la deuxième solution, évidemment, c'est aussi de se lancer un petit peu dans la chose. Pour tout vous avouer, moi, je ne suis pas du tout issue de l'univers du gaming ou des jeux sur lequel est quand même très basée toute la philosophie de ce Web 3.0. Donc, je m'approprie les choses et je m'intéresse, mais j'ai toujours besoin d'avoir un expert à côté de moi pour des questions beaucoup plus spécifiques. Et il faut avoir l'humilité de l'admettre. Alors Cathy, vraiment, vous me tendez la perche pour pouvoir donc revenir sur le sondage qu'on avait lancé donc la semaine dernière et qu'on a relancé au cours du live. Alors je vais le partager juste pour vous montrer un petit peu. Alors, je sais pas si ça marche. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, super. Donc voilà. Alors quelle est votre compréhension des enjeux du Web 3.0? Est-ce que vous avez l'impression de comprendre en fait les enjeux du Web 3.0? Alors il y a quand même 18% qui nous disent aucune, et puis je suis pas intéressé. Donc je vous invite à aller voir effectivement après les profils. Voilà. Mais sinon, effectivement, il y a quand même, on voit qu'on est quand même au début de l'histoire. Beaucoup de gens sont intéressés, mais connaissent pas forcément effectivement les enjeux du Web 3.0. Et puis bien sûr, là, je pense que cette partie-là est remontée pendant notre live. Effectivement, moyenne, mais j'y travaille. Donc merci à l'audience. Avec quelques experts aussi qui sont arrivés. Je suis au taquet. Voilà. Donc on est quand même un peu au début de l'histoire. Juste pour, je dirais, conclure un petit peu, quelle est aujourd'hui maintenant votre attente à vous deux, principale? Autour du Web 3.0, qu'est-ce que vous attendez? Quelle est l'étape où les applications, enfin voilà, les nouvelles tendances que vous voyez arriver qui vont sans doute encore changer le jeu, selon vous? Ouais, vas-y, Cathy. Non, Cathy. Non, pour moi, il y a vraiment un côté expérience utilisateur qu'il faudra résoudre. Donc, pour que si on veut qu'il y ait plus de gens qui accèdent au Web 3.0, il faudrait qu'il devienne beaucoup plus accessible. D'un côté, et d'un autre côté, je pense que pour rassurer, il faut que ce soit assez transparent et qu'on comprenne vraiment, que le plus grand nombre comprenne comment cela fonctionne. Quels sont les enjeux, comme on a déjà un petit peu évoqué aujourd'hui, les dangers, les avantages. Il faut avoir des use cases précis, concrets pour les différentes industries pour savoir comment ils peuvent l'utiliser. Et je pense qu'il y a peut-être aussi une question réglementaire qui est à se poser, peut-être cette fois-ci pas 10 ans après le lancement des réseaux sociaux, mais tout de suite au début, pour éviter un certain nombre d'écarts et d'écueils qu'on a eu avec les réseaux sociaux, notamment autour des droits d'auteur, des choses comme ça. Ouais, moi du coup je rajouterais oui, autour de l'expérience utilisateur, là c'est sûr et certain que la marge de manœuvre est gigantesque, ce qui est cool pour les entrepreneurs, je pense. Mais du coup sur la partie, moi je pense qu'il faut une évolution nécessaire si on veut en tout cas une adoption plus massive de cet univers du Web 3, c'est d'avoir des personnes qui évangélisent, mais qui sont beaucoup plus mesurées qu'actuellement. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup des cryptos maximalistes, où en gros, c'est soit ça, enfin, c'est l'État contre les cryptos, c'est les cryptos ou rien, c'est le Bitcoin ou le dollar. C'est toujours assez violent dans les termes. Et je pense que ça nécessite. Enfin, l'adoption va nécessiter d'avoir des gens qui sont beaucoup plus mesurés, qui sont beaucoup plus rassurants, qui sont beaucoup plus tempérés. Et donc pour moi, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont s'y intéresser, se rendre compte que c'est top, mais que c'est pas noir ou blanc et qu'il y a toujours un juste milieu. Mais je pense que c'est normal à tout début d'une révolution, il faut forcément des maximalistes et qui sont à fond dans le projet parce que sinon en fait il n'atteint pas ce point où en fait la machine est lancée. Mais là aujourd'hui il faut qu'on passe à un peu autre chose et qu'on mesure, et qu'on tempère, qu'on se calme un peu et qu'on fasse gagner en maturité cet univers. Ouais. Eh bien alors, merci beaucoup vraiment pour ces éclairages. J'espère qu'on aura contribué. Alors d'abord, j'espère qu'on aura été relativement mesuré
pense qu'on était je ne sais pas si c'est Je une pense pas vertu, mal, ouais. mais voilà, donc merci vraiment beaucoup pour vos éclairages, Cathy Brem, Johan Lopez, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Alors, ça n'a rien à voir, on va parler de LinkedIn, et on va parler notamment de ce qui se passe autour des lives sur LinkedIn. Ça se passe pas mal de choses. Vous allez voir que Clubhouse débarque sur LinkedIn d'une certaine façon, avec effectivement les live audio qui vont arriver en force, et puis beaucoup d'autres choses. On vous poste le lien dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas, merci pour cette discussion sur Web 3.0. Nous, on va essayer de continuer à regarder ce sujet de très près et voir en fait les impacts en termes de communication pour les médias et les marques notamment. Et je dis à tous à bientôt pour d'autres lives. Merci Johan, merci Cathy, merci Alexandre. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.